Merci Madame la Présidente pour votre accueil et ces mots d'introduction. Merci au Parlement européen de, suivant le règlement, organiser cette audition. Merci à tous ceux qui sont présents, nombreux dans la salle. Merci à ceux qui suivent le débat aujourd'hui aussi sur Internet. C'est un jour important à double titre. C'est un jour important à double titre. Tout d'abord, parce que aujourd'hui, c'est près de 2 millions de citoyens européens, qui témoignent publiquement devant les instances européennes de l'humanité et de la dignité de la vie de toute personne depuis la conception. Ce témoignage est difficile à entendre pour certains, mais il est important qu'il soit dit et entendu, et nous sommes venus pour cela. Deuxième motif pour lequel cette journée est importante, c'est pour la légitimité démocratique des institutions européennes elles-mêmes. Il est bien connu que les institutions européennes souffrent d'un manque de légitimité démocratique au sein du peuple européen. Pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'initiative. Nous n'avons pas collecté près de 2 millions de signatures juste pour organiser une réunion qui s'est très bien passée hier à la Commission européenne, et nous en sommes ravis, ou juste pour organiser une audition au Parlement européen. Des auditions au Parlement européen, nous en avons déjà organisé beaucoup, plusieurs par an depuis des années, sur différents sujets, avec des salles bien remplies, et il n'est pas nécessaire de réunir 2 millions de signatures pour en organiser une. D'un point de vue démocratique, nous attendons que le Parlement et le Conseil débattent dans la prochaine législature notre proposition législative. Et nous attendons que la Commission, qui a déjà vérifié que notre proposition législative entre dans le champ de compétences de l'Union européenne, est conforme au traité et conforme aux droits fondamentaux, ne fasse pas obstacle pour un motif politique personnel au bon fonctionnement des institutions et qu'elle accepte de partager l'initiative avec les citoyens. Elle doit renoncer, d'une certaine manière, et il lui a été demandé de renoncer par les traités, d'une certaine manière, à l'exclusivité de son pouvoir d'initiative, dès lors que l'opportunité politique des initiatives est démontrée par le succès de la collecte des signatures. Et en cela, je le dis directement au Parlement, nous attendons du Parlement européen son plein et entier soutien pour qu'il donne effet et efficacité à la procédure d'initiative citoyenne européenne. Car, il ne faut pas se cacher, il n'est pas facile forcément pour la Commission d'abandonner l'exclusivité de son pouvoir d'initiative. Nous avons donc besoin du soutien du Parlement européen pour donner plein effet à ce mécanisme. J'ai donc l'honneur de m'adresser à vous en tant que représentant du comité d'organisation de l'initiative citoyenne Un de nous, qui est à ce jour l'initiative citoyenne qui a réuni le plus grand nombre de soutiens à travers toute l'Europe. L'initiative Un de nous a recueilli près de 2 millions de signatures, ce qui en fait la première initiative à ce jour et la plus grosse pétition dans l'histoire des institutions européennes. Notre demande relève de la compétence de l'Union et sa compatibilité avec le droit européen et les droits fondamentaux a déjà été vérifiée et attestée par la Commission européenne lors de l'examen préalable à l'enregistrement officiel de l'initiative.
L'initiative a donc rempli toutes les conditions nécessaires pour faire à présent l'objet d'une proposition législative qui devra être discutée après les élections par le prochain Parlement et par le Conseil. L'objet de l'audition de ce jour n'est pas d'anticiper sur les débats politiques qui auront lieu sur la base de notre proposition, mais de nous donner la possibilité, nous qui représentons près de 2 millions de citoyens, de vous exposer dans le détail notre demande. Notre demande est simple et précise. Elle s'appuie sur l'acquis européen et plus encore, elle est juste et bénéfique. Par respect pour la vie et la dignité de tout être humain, nous demandons l'intégration d'une clause éthique dans la réglementation européenne qui exclut explicitement de financement européen toute activité qui détruise ou implique la destruction de vies humaines. Cette clause éthique de portée générale s'applique en particulier au financement de pratiques biotechnologiques impliquant la destruction d'embryons humains et au financement d'avortements dans le contexte de l'aide au développement. Ainsi, l'initiative demande que soit introduit dans le droit européen le principe suivant, je cite, « Aucun fonds de l'Union européenne ne doit être attribué à des activités qui détruisent des embryons humains ou qui présupposent leur destruction. » Pourquoi ? Parce que tout embryon humain est l'un de nous. C'est le message de près de 2 millions de citoyens européens que nous avons l'honneur et la responsabilité de porter aujourd'hui devant cette Assemblée. Ce message est peut-être difficile à entendre pour certains, comme toute vérité. Il va à l'encontre de notre égoïsme. Pouvoir supprimer des enfants non désirés, pouvoir exploiter les embryons humains à des fins industrielles, pouvoir limiter la croissance démographique de pays pauvres et leur imposer nos styles de vie. Ce sont à ces pouvoirs que nous vous invitons à renoncer, par respect pour des êtres humains à peine conçus et encore en gestation. Oui, notre initiative s'oppose fondamentalement à tout ce qui détruit des êtres humains. Notre initiative est un témoignage public de la conscience de millions de citoyens européens qui reconnaissent l'humanité et l'individualité de tout être humain dès sa conception. Ce témoignage, nous savons bien que certaines personnes et organisations ici présentes y sont fondamentalement hostiles. Nous savons bien que ces organisations qui promeuvent l'avortement et la recherche non éthique sur les embryons humains sont, en apparence, beaucoup plus puissantes que nous. Qui représentent-ils ? Qui représentent-elles ? De puissants intérêts financiers, des lobbies transnationaux qui défendent des intérêts minoritaires et idéologiques. À côté, nous, citoyens, nous sommes peu de choses, peu de moyens, peu de pouvoir. Et pourtant, ce témoignage de la conscience demeure. Cette initiative, notre initiative, a été portée par une foule de bénévoles, à qui je rends hommage. Elle a recueilli le soutien d'une gigantesque foule de citoyens européens, que je remercie. Plus nombreuse qu'aucune autre pétition européenne n'en a jamais recueilli. Dans cette foule, il n'y a que des volontaires. Aucun n'agit par intérêt personnel ou financier. Tous nous avons agi parce que nous avons été attentifs à la voix de notre conscience qui nous dit que la vie de tout individu commence dès sa conception.
et que par suite, tout embryon humain est déjà un individu et qu'il mérite le respect. La raison fondamentale de ce respect est simple. L'homme est plus qu'une chose ou qu'un animal. Tout être humain a une conscience, le prédisposant à reconnaître ce qui est vrai et bien. Et c'est en vertu de cette conscience que nous vous demandons qu'aucun fonds européen ne soit attribué à des activités qui détruisent des embryons humains ou qui présupposent leur destruction. Pour juger autrement, il faut croire que l'être humain n'est qu'un animal. Ce que nous demandons aux instances européennes, c'est de respecter davantage l'être humain. 2 millions d'Européens demandent aux instances européennes de rehausser, nous demandons aux instances européennes de rehausser le niveau de ces valeurs, de progresser en humanité. Ce progrès nécessite de prendre conscience qu'un être humain réel existe dès avant la naissance et depuis la conception. En tant qu'être humain, il est lui aussi détenteur de droits naturels et inaliénables, et il mérite une protection renforcée de la société en raison de sa vulnérabilité. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous cacher derrière notre ignorance pour justifier la destruction des embryons et fœtus humains. Aujourd'hui, nous savons, la science elle-même nous enseigne que toute vie individuelle est un continuum ininterrompu de la conception à la mort. Nous savons que dès la conception, un être humain est pleinement conçu avec tous ses caractères individuels et uniques. Détruire les embryons humains, instituer des politiques en ce sens ne sera jamais accepté. Toujours des millions de personnes, à l'écoute de leur conscience, viendront accuser ces politiques. De fait, et le succès de cette initiative en est l'expression, les citoyens prennent de plus en plus conscience du respect que mérite toute vie humaine. Nous assistons, depuis plusieurs années, à un réveil des consciences en ce sens. Il suffit de regarder l'évolution législative récente dans de nombreux pays européens et américains pour le constater. L'Europe, qui se veut fondée sur un socle de valeurs, en particulier le respect de la vie et de la dignité humaine, pourrait être exemplaire de ce progrès. C'est ce que nous lui demandons. Et cette demande n'est pas inaccessible. Elle est même très raisonnable. Mais elle implique de ne pas agir uniquement en fonction d'intérêts financiers de court terme. Le respect dû à la vie humaine et la dignité de toute vie humaine dès la conception est aussi reconnu largement en droit européen et international. La réglementation européenne, qui interdit déjà le financement de la destruction d'embryons dans le cadre de la recherche, la directive sur les biotechnologies, qui interdit que soient brevetées les pratiques qui impliquent la destruction d'embryons, se fondent l'une et l'autre sur la reconnaissance que tout embryon est revêtu de la dignité humaine. C'est aussi la portée de la Convention d'Oviedo sur les biotechnologies, ainsi que ce qu'a dit l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à plusieurs reprises, qui a notamment affirmé, dans une recommandation, que l'embryon et le fœtus humain doivent bénéficier, en toutes circonstances, du respect dû à la dignité humaine. Nous demandons aux instances européennes d'être cohérentes et de tirer les conséquences de l'humanité de toute vie individuelle dès la conception. Ainsi, ce que les signataires de l'initiative demandent n'est pas seulement fondé sur une exigence de morale fondamentale, le respect de la vie et de la dignité, mais aussi sur des motifs scientifiques, sociaux et juridiques. Des motifs scientifiques qui montrent que la recherche sur les cellules souches embryonnaires est largement dépassée, des motifs sociaux qui montrent que la pratique de l'avortement ne concourt pas au développement ni à l'amélioration de la santé maternelle,
des motifs juridiques qui montrent que l'action de l'Union européenne est incohérente du point de vue juridique et éthique. Il a fallu des siècles pour que l'humanité renonce à l'esclavage. Il a fallu des siècles pour que l'humanité renonce à l'esclavage, pour que nous reconnaissions en tout homme notre égal, pour que nous reconnaissions l'étranger comme l'un de nous. Déjà à l'époque, des intérêts politiques, économiques et financiers s'opposaient à la reconnaissance de la pleine dignité et de l'égalité des droits des esclaves. Aujourd'hui, il en est de même, et nous entendons les mêmes arguments. Nous entendons les mêmes arguments utilitaristes qui invoquent l'importance pour l'économie de pouvoir supprimer et exploiter des êtres humains qui ne seraient pas vraiment humains, en tout cas pas à égalité avec nous. Finalement, même d'un point de vue économique, l'abandon de l'esclavage s'est révélé bénéfique puisqu'il a permis la mécanisation de l'agriculture. De même, tout semble indiquer que l'abandon de la recherche destructrice sur les embryons humains sera bénéfique au progrès de la science, car il favorise d'autres voies de recherche, en particulier sur les cellules souches inductibles. De même, ce serait un grand progrès pour l'humanité si l'Europe, plutôt que de financer et d'encourager massivement l'avortement, s'engageait dans une véritable politique de développement qui lutte contre les causes de la mortalité maternelle et de l'avortement. Ce n'est pas en finançant l'avortement que l'Europe améliorera la santé maternelle. Au contraire. Si l'Europe veut améliorer la santé maternelle dans les pays pauvres, il faut améliorer les infrastructures médicales, la formation du personnel, l'hygiène ou encore les routes. C'est leur déficience qui cause la mortalité maternelle. Ce n'est pas en faisant de l'accès à l'avortement une priorité que l'on améliorera la santé maternelle. Au contraire, car l'avortement, même dans les pays industriels, est une cause importante de mortalité maternelle. La preuve en est que les pays qui limitent fortement le recours à l'avortement sont précisément ceux qui ont les taux de mortalité maternelle le plus faibles. Les exemples du Chili, de l'Irlande ou de la Pologne le prouvent. Sous couvert de lutter contre la mortalité maternelle, le but de la politique de santé sexuelle et reproductive est de changer en profondeur la société des pays en développement en réduisant leur fécondité. Il s'agit ni plus ni moins que d'exporter dans les pays pauvres le prétendu modèle social occidental, majoritairement contraceptif et abortif. Mais cette politique a pour effet de casser la famille, cellule de base de toute société. Par le colonialisme, l'Occident a déjà en partie détruit les équilibres sociaux de ses peuples. Par cette politique, l'Europe veut-elle poursuivre en affaiblissant les familles et ses peuples? Est-ce cela l'idée européenne de l'aide au développement? Ici aussi, nous demandons aux instances européennes de faire mieux, de renoncer à financer et à promouvoir l'avortement et à s'engager dans une politique d'aide au développement qui soit respectueux de ces sociétés et de la vie. Que ce soit en matière de recherche, d'industrie ou de développement, aucun progrès véritable ne peut être fondé sur la négation, l'exploitation
et la destruction de l'homme au commencement de son existence. Je vous remercie. Muchas gracias, señor Pupic, por expresar Muchas gracias, señor Pupic, por expresar con tanta claridad el contenido de esta iniciativa. A partir de ahora voy a pedir a las intervinientes que se Muchas gracias. A partir de ahora voy a pedir a los intervinientes que se... Bueno, vamos un poco mal de tiempo. He sido muy permisiva con el tiempo. No, me parece que no voy a ser muy buena moderadora. Lo que sí pediría ahora a los que van a intervenir a partir de ahora. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous tous d'avoir participé à cette première session de débat. Je vais partager le temps de réponse avec différentes personnes présentes dans la salle qui pourront donc apporter des éléments de réponse plus spécifiques. Ce à quoi nous avons assisté à l'instant est effectivement très exemplaire de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas l'existence de règles juridiques qui garantissent le caractère moral ou éthique d'une pratique. Nous ne sommes pas venus pour demander au Parlement de se justifier et de rappeler ces décisions prises précédemment. Nous sommes venus pour une chose très simple, et j'ai entendu dire à plusieurs reprises que le débat serait complexe ou ambigu. Il faut le dire très simplement, il n'y a aucune complexité dans ce que nous demandons et dans ce que nous disons. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce que nous disons et dans ce que nous demandons. C'est une chose simple qui, effectivement, est davantage de nature morale et scientifique que juridique. C'est nous affirmons que, dès la conception, une vie individuelle humaine commence et mérite à ce titre, comme toute vie humaine, le respect de son intégrité physique et de sa dignité. Il n'y a rien là de compliqué, de complexe ou de subtil. C'est une donnée scientifique qui maintenant ne peut plus être réfutée. L'obscurantisme consiste précisément à faire prévaloir son idéologie sur la réalité de la science. Et je suis navré de le dire pour certains qui seront déçus de l'entendre, mais l'obscurantisme aujourd'hui, il est du côté de ceux qui prétendent qu'il n'y a rien dans un embryon ou un fœtus. Ça, c'est l'obscurantisme. Et je dirais même plus, quand on entend l'acharnement de certains à vouloir affirmer cela, je dirais qu'il y a malheureusement, au-delà même d'une idéologie, une forme de mystique de l'avortement et de la destruction des embryons. Et nous l'avons vu ce matin. Et face à celle-ci, il y a l'affirmation claire, simple, évidente, de plus en plus, que la vie commence à la conception et qu'elle mérite le respect. Le débat n'est pas plus compliqué que cela. Je suis content, très heureux d'avoir assisté ce matin, d'avoir entendu de nombreux parlementaires qui adhèrent pleinement à ce constat scientifique, qui n'est pas un constat religieux, qui est un constat scientifique. Et j'ajouterai, concernant maintenant les aspects juridiques, la Commission européenne, lors du 7e programme cadre, et encore aujourd'hui,
s'est engagé à ne pas financer la phase de destruction des embryons humains. La Commission européenne s'est engagée à ne pas financer la phase de destruction des embryons humains. Pourquoi ? La question a été posée ouvertement hier, et la réponse a été très directe, par respect pour la dignité humaine des embryons humains. C'est donc un principe fondamental, y compris des règles éthiques, que le respect de la dignité humaine des embryons humains, et c'est la raison pour laquelle la Commission refuse de financer cette destruction. Nous sommes donc satisfaits que la Commission reconnaisse ce principe et adhère à ce principe fondamental. Ce que nous lui demandons, c'est d'être conséquente et cohérente et d'en tirer les conséquences. La Cour de Luxembourg, à cette fin, est très instructive. Elle a dit deux choses fondamentales. Il est vrai qu'elle n'a pas interdit, expressis verbis, la recherche. Ce n'était pas l'objet de la requête. Mais elle a dit deux choses qui ont une portée générale et qui s'appliquent à notre débat. Premièrement, elle a défini l'embryon humain depuis la conception. Et c'est une notion autonome de droit européen qui s'applique dans tout le droit européen et pas uniquement dans le domaine des biotechnologies et de la brevetabilité. L'embryon est défini clairement. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas ce que c'est, et cette définition est une définition scientifique. Deuxièmement, la Cour a dit que l'embryon humain est revêtu de la dignité humaine. Et c'est parce que l'embryon humain est revêtu de la dignité humaine que l'on ne peut pas tirer profit de sa destruction. Et c'est un deuxième principe de portée générale. Le lien maintenant avec la régulation éthique proposée par la Commission est le suivant. La Cour de Luxembourg a très clairement dit que le fait qu'une recherche présuppose la destruction d'un embryon affecte l'ensemble de la recherche dans toutes ses étapes subséquentes. Et que ce vice fondamental de la destruction de l'embryon au commencement de la recherche porte sur l'ensemble, se répercute sur l'ensemble de la recherche et vise fondamentalement toute la recherche. Et donc la Commission ne peut pas dire qu'il est cohérent et éthique de simplement refuser de financer la phase de destruction, mais d'accepter de financer les étapes subséquentes. Ça, la Cour de Luxembourg a très clairement montré que c'est un raisonnement qui est faux. Beaucoup d'autres choses seraient encore à dire suite aux questions et aux remarques. S'agissant de l'analogie sur le prélèvement d'organes, le rapporteur de la Cour de Luxembourg, dans son rapport, a fait cette analogie. Il a fait cette analogie et il a dit très clairement, il a comparé le fait de prélever des cellules sur un embryon et ainsi de le détruire au prélèvement d'organes qui ont eu lieu dans certains pays des Balkans. Et il a dit, c'est absolument similaire. Si l'on refuse et si l'on condamne le prélèvement d'organes sur des êtres vivants, adultes, le même jugement moral s'applique aux êtres vivants non encore nés. Il a fait cette analogie sur le prélèvement d'organes. Concernant la question de l'avortement, il est évident que la reconnaissance, la prise de conscience de l'humanité de la vie avant la naissance a des conséquences générales. Ça a des conséquences générales qui sont d'abord dans la société. Et ce phénomène, cette prise de conscience de l'humanité de la vie avant la naissance, c'est un phénomène culturel qui est en marche. En marche. Certains le réprouvent, le regrettent, mais c'est un phénomène qui est en marche et les législations des pays occidentaux, progressivement, reconnaissent cette réalité. Donc, de certains côtés, nous avons confiance dans l'évolution des mentalités, de la culture et dans la reconnaissance progressive
de l'humanité et de la dignité de la vie avant la naissance. C'est très visible, et les arguments que nous avons entendus contre apparaissent de plus en plus futiles et fondés sur des intérêts égoïstes ou financiers. Donc j'ai confiance que le temps va progresser. Et s'agissant de ce qui était dit encore sur la religion, les personnes qui ont une religion ont parfois un souci de l'homme qui est au cœur de leur vie. Et c'est aussi en raison de ce souci, de ce dépassement de soi-même, qui les porte à regarder. Ce regard, il a été porté dans l'histoire sur l'esclavage. Aujourd'hui, il faut le porter sur la vie avant la naissance. Et c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, je vais laisser la parole à d'autres membres du comité qui pourront compléter le propos, peut-être monsieur le professeur Privat.